Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management. Alors oui, je pense qu'on va continuer d'être surpris à la hausse sur la croissance. Parce qu'il faut prendre conscience que la crise sanitaire a déclenché deux événements exceptionnels qui auront un impact durable sur la croissance. D'abord, le fait qu'il y a eu un quasi-arrêt pendant plusieurs semaines dans le monde entier de l'activité dans la construction, dans l'industrie et dans certains services. Et naturellement, ça va demander beaucoup de temps avant de récupérer ce retard accumulé et qui est très exceptionnel. Et le deuxième fait exceptionnel, c'est que, évidemment, pour faire face à l'urgence, les gouvernements dans les pays développés ont simultanément injecté des revenus et ça s'est traduit par une hausse des endettements publics de 10 à 30 points de PIB selon les pays, environ 20 points de PIB dans le cas français. Et évidemment, c'est un choc positif absolument inédit dont on est loin d'avoir vu les effets sur la demande parce qu'une large part de ces revenus injectés a été épargnée et n'a pas été consommée. Donc pour résumer, en fait on est dans une situation dans laquelle à la fois les ménages et les entreprises vont simultanément participer à cette reprise exceptionnelle de l'activité et j'ai envie de dire durablement exceptionnelle. Alors je pense qu'il y a trois leviers à la croissance. Alors le premier levier, ce sont les stocks, c'est-à-dire le besoin de reconstituer des stocks qui sont historiquement bas dans tous les pays développés, à la fois dans le commerce de gros et dans le commerce de détail. Et mécaniquement, le fait de reconstituer ces stocks va se traduire par de la production et donc de la croissance. Le deuxième levier de croissance, c'est la consommation. Parce que pendant la crise, avec les mesures de restriction sanitaire, les ménages ont accumulé une épargne dite forcée. En zone euro, nous avons évalué ce réservoir d'épargne à 6% du PIB. Et même en étant très prudent sur la façon dont les ménages peuvent utiliser cette épargne, la consommation sera forcément soutenue. Donc il y aura de la consommation et de la croissance. Et enfin, le troisième levier, c'est l'investissement. Il y a eu une prise de conscience, assez récente d'ailleurs, qu'il y a des besoins d'investissement considérables dans la santé, dans l'éducation, dans l'infrastructure et bien évidemment dans la transition environnementale. Et ces besoins d'investir supposeront d'ailleurs à nouveau une impulsion publique et cette impulsion qui va venir d'en haut des États va entraîner les entreprises, l'investissement des entreprises. Donc l'horizon est en train de se rallonger. Donc si je résume, ces trois leviers de croissance, ce sont trois retards. Retard dans les stocks, retard dans la consommation et retard dans l'investissement. Alors j'ai envie de dire que dans le monde d'avant, les forces étaient unanimement désinflationnistes, voire même déflationnistes. Je rappelle que les banques centrales, les marchés financiers créaient la déflation, c'est-à-dire cet environnement où on a à la fois une baisse des prix et une baisse de l'activité. Et bien désormais, ces forces désinflationnistes sont contrebalancées par l'apparition de forces inflationnistes. Alors ces forces inflationnistes ont à la fois une nature conjoncturelle et structurelle. Sur la nature conjoncturelle, eh bien là je reprends ma thèse au fond de l'élastique conjoncturel, du choc de demande positif. Donc ce choc de demande, ça va maintenir durablement les goulets d'étranglement et la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Et puis, la nature conjoncturelle se poursuit avec la nouvelle architecture de politique économique. On a désormais des commandes publiques combinées avec une politique monétaire très accommodante. Et ça, c'est radicalement différent du monde d'avant où, je rappelle, on n'avait qu'une politique monétaire accommodante avec injection de liquidité et un risque de trappe à liquidité. Et à ces facteurs conjoncturels, eh bien, on peut ajouter des facteurs structurels. J'ai envie d'en citer deux. Le premier, c'est la transition environnementale. Le prix des énergies polluantes doit nécessairement augmenter pour inciter à la substitution. Et ça se traduit par un risque haussier sur les matières premières énergétiques, le pétrole, le charbon, le gaz et même l'électricité. Et le deuxième facteur structurel, c'est la nouvelle donne géopolitique qui va conduire, alors seulement progressivement, mais qui va conduire à des relocalisations régionales des chaînes de valeur, provoquant à un moment donné une hausse des coûts salariaux. Alors finalement, on peut se poser la question, est-ce grave, docteur, ce retour à un régime d'inflation plus élevé ? D'abord, j'évoque un régime d'inflation plus élevé, j'évoque pas un régime d'hyperinflation.
De ce point de vue, l'hyperinflation, telle qu'on a connue dans les années 70, ça nous semble très improbable dans un monde où les salaires sont négociés individuellement et non plus collectivement. Mais surtout, le retour à un peu d'inflation, eh bien, c'était souhaitable et souhaité. Et tant que cette inflation n'est pas incontrôlable, eh bien, elle ne pénalise ni la croissance, ni les marchés actions. Alors, d'abord, le fait que ça a beaucoup augmenté ne constitue pas, selon moi, un argument en soi. On aurait pu sortir cet argument déjà bien souvent. Maintenant, c'est vrai qu'on doit reconnaître que les marchés actions sont chers en absolu. Les ratios de capitalisation sont très élevés. Selon les pays, les cours boursiers représentent 35 à 40 années de bénéfices. Mais plusieurs facteurs nous conduisent à rester positifs sur les actions. D'abord, c'est que la rentabilité attendue sur les actions doit être comparée au rendement alternatif des obligations. Et de ce point de vue, ce qu'on appelle la prime de risque sur les actions s'établit selon nos calculs autour de 3,5%, ce qui reste intéressant. Ensuite, eh bien, vous venez d'entendre, notre scénario économique suggère que les résultats des entreprises vont encore surprendre à la hausse, notamment sur la partie haute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Et enfin, évidemment, nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur de communication des banques centrales, c'est sans doute le principal risque. Cependant, on le sent, elles ne vont que très progressivement ralentir les achats d'actifs pour ne pas provoquer de volatilité excessive sur les marchés. Et au final, eh bien, à la fois les politiques monétaires et les politiques budgétaires continuent d'accompagner la reprise. Et vous connaissez le dicton boursier selon lequel il ne faut pas se mettre en face des banques centrales, j'ai envie de l'élargir. Il ne faut se mettre en face ni des banques centrales, ni en face des politiques budgétaires expansives. En conclusion, tant que nous maintenons notre scénario de reflation, nous ne sommes pas encore à un moment où les hausses sur les actions sont des opportunités de vente. Non, ce sont les baisses sur les marchés d'actions qui constituent des opportunités pour acheter. Et c'est notre interprétation d'ailleurs des flux et des évolutions boursières depuis plusieurs mois.